Bonjour, très heureux de vous accueillir ici au Célestin pour cette 5e édition du forum Une époque formidable. Je crois qu'il n'a jamais aussi bien porté son nom. Les questions qui vont être abordées pendant ces 2 jours sont évidemment essentielles. Merci à Denis Lafay, le directeur du pôle idée de la Tribune, pour ta combativité, pour que les idées existent et puissent s'exprimer. Bien heureux que pendant ces 2 journées, l'information cède le pas à la pensée. À très bientôt. Merci Pierre-Yves. Un immense merci même, devrais-je dire, pour l'engagement du théâtre à nos côtés, mais aussi pour que continue de vivre dans la tempête la création et l'art. Nous en avons tant besoin. Merci et bravo à toi Pierre-Yves, Claudia, Erika et à toute la troupe des Célestins. Merci à vous tous d'être présents, d'avoir bravé le temps, le virus, pour assister à cette 5e édition du Forum Une époque formidable. Alors une édition, vous vous en doutez, particulièrement délicate à accoucher, qui bouge d'heure en heure. Et à ce titre, je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe à Lyon et à Paris de la Tribune, également nos fidèles partenaires et bien sûr les intervenants. Vous le verrez tous, on fait de ces 2 jours une absolue priorité. Une grande majorité d'entre eux a tenu à être présents sur scène. Seuls quelques-uns, au nom d'évidentes contraintes médicales ou sanitaires, seront en visioconférence avec nous. Plus que jamais, nous allons faire preuve d'agilité, de gymnastique intellectuelle pour nous adapter. Nous adapter avec le paléoanthropologue Pascal Pic. Je publie dans quelques jours chez l'Aube un dialogue dont le titre est d'ailleurs explicite. S'adapter ou périr. Oui, la situation unique que produit la pandémie nous impose de nous adapter. Et c'est valable pour tout individu, comme chaque collectif ou organisation, entreprise en tête. Mais cette injonction n'est pas celle d'une adaptation servile, aveugle, fataliste, d'une adaptation reproduisant les errements, mais d'une adaptation qui convoquerait, pour constituer l'antidote, les mêmes molécules qui assombrissent notre avenir. Non, et Jean Viard a sans doute raison, cette pandémie peut être notre chance, évoque-t-il dans le livre « Maintenant on fait quoi ?», que j'ai composé pendant le confinement avec une vingtaine de scientifiques, artistes, sociologues, philosophes, politologues, dont certains seront sur ces planches aujourd'hui et demain. Cette pandémie peut être notre chance, en effet, mais à quelles conditions ? Ce sont ces conditions que nous allons explorer, déchiffrer, faire jaillir, que nous allons parfois contester et même conspuer, que nous allons interpréter, malaxer pour les faire nôtres. Edgar Morin résume bien l'enjeu face auquel chacun d'entre nous se dresse, articuler de manière harmonieuse, juste, fraternelle, responsable, le « je » et le « nous » qui forment non seulement notre raison de faire, mais avant tout notre raison d'être. Il est trop tôt pour l'affirmer, mais il est probable que cet indicible moment de nos existences individuelles, de l'histoire de l'humanité, soit celui d'une inflexion, voire d'une bascule civilisationnelle. On peut s'en effrayer, on peut aussi s'en réjouir et s'en saisir pour inventer et pour façonner une perspective qui ne soit pas la dystopie promise. Pour ces raisons, jamais peut-être cette édition d'une époque formidable n'aura été aussi essentielle. Forts de leurs expertises, leurs convictions, leurs combats, mais aussi leurs doutes, parfois leurs peurs, les 17 intervenants nous enseignent. Mais plus encore, ils vont nous inviter. À quoi ? À réfléchir, à bousculer nos certitudes et à transgresser nos habitudes. Ils nous invitent à remuer nos consciences, à serpenter dans notre exigence éthique, à fouiller dans notre monde intérieur pour en extraire les voies de comprendre le monde extérieur, à délivrer notre intelligence des pollutions qui l'empoisonnent. Au final, à mieux sertir le sens de ce que nous faisons et pour cela, le sens de ce que nous sommes. C'est à ces conditions que nous pouvons faire notre part, comme l'exprime joliment Pierre Rabhi. Faire notre part, d'accord, mais notre part de quoi ? Notre ennemi n'est pas le virus, mais nous-mêmes. Puisse-t-il provoquer l'électrochoc dont nous avons besoin, espère Gilles Boeuf. C'est à nous aider à circonscrire cet électrochoc, à figurer le substrat de cette chance osée par Jean Viard, mais aussi à esquisser ce fameux « quoi » que s'emploie humblement notre forum. En définitive, nous aider à investiguer sans peur la question cardinale « Maintenant, je fais quoi ?» Avant d'entamer le débat, permettez-moi de partager avec vous les dernières lignes de mon introduction du livre, dont d'ailleurs la version numérique vous sera offerte à chaque spectateur.
S'invite dans ma mémoire mon ami Sam Brown. De retour du camp d'Auschwitz en 1945, il a alors 18 ans. Après une longue errance sur les routes assassines d'Europe centrale, il s'emmure dans le silence. Suivent 40 années de mutisme total sur le supplice physique, le calvaire psychique, la mutilation affective innommable que lui avait infligée l'innommable barbarie nazie. Une geôle dont il est incapable de s'échapper. Primo Levi et quelques autres ont essayé très tôt de raconter et d'exorciser le fardeau pour espérer s'en délivrer. Si c'est un homme, fera l'objet d'une première publication confidentielle dès 1947. Sam, comme Simon Gutmann, déporté dans le premier convoi et décédé il y a quelques jours, comme beaucoup d'autres escapés du martyre, ne le peut. Son déchirant récit sur l'Holocauste, personne ne m'aurait cru alors je me suis tu, paraîtra en 2008 chez Albin Michel. 40 années donc de mutisme jusqu'à la révélation, la libération. Notre premier invité, Boris Cyrulnik, ne s'est jamais caché des conditions incroyables dans lesquelles, à l'âge de 6 ans, il s'est construit un sursis et un avenir de près de 8 décennies. Mais il faudra quand même attendre 2013 pour qu'il consacre un bouleversant ouvrage, « Sauve-toi, la vie t'appelle », à ces conditions dans lesquelles, je le cite, « il est né pour la seconde fois ». Un matin, devant sa glace, Sam Brown écarte les barreaux qui encageaient sa mémoire et séquestraient sa parole. Il prend conscience qu'il doit pour lui-même, qu'il a le devoir pour les autres de dire « Maintenant, je fais quoi ?» se convoque-t-il. Dès lors, jusqu'au plus loin que l'autorisera son corps, pour toujours meurtri, il arpentera inlassablement les classes de collège et de lycée pour passer la mémoire de la Shoah dans la mémoire de la jeunesse. À notre tour de nous demander, les yeux dans nos yeux, les yeux dans les yeux des autres, au seuil de l'immense défi révélé par l'anatomie de la Covid-19, maintenant je fais quoi ? Voilà en effet la question qui se pose à chacun de nous. Elle est par nature consubstantielle de nos existences, mais en cette époque de tragédie, elle prend une dimension supplémentaire. Toutefois, loin de moi l'idée d'être seulement grave, bien au contraire. La crise que nous traversons est d'une ampleur inconnue, mais dans toute crise, dans toute incertitude, peuvent germer l'inédit, un progrès, et parfois même le meilleur. Écologie, résilience, démographie, espace, éthique, travail, économie, jeunesse, civilisation, création artistique. La liste des sujets traités ces 2 jours est longue. Chaque item peut constituer une raison de regarder demain avec confiance et même enthousiasme. Puissent nos invités pendant ces 2 jours nous éclairer sur cette voie. Puissent aussi nos amis réunis à la station F à Paris pour co-célébrer cet après-midi avec nous les 35 ans de la Tribune, partager notre résolution. Et j'en profite pour adresser un chaleureux salut à distance d'abord au président de la Tribune, Jean-Christophe Tortora, et présent parmi nous au vice-président Jean-Claude Gallo. Cher Boris Cyrulnik, je vous invite maintenant à me rejoindre. Merci, cher Boris. Et c'est vraiment avec une grande joie que nous ouvrons avec vous cette 5e édition d'une époque formidable. Joie d'abord parce que votre fidélité à cet événement nous touche. Joie aussi parce que votre expertise, votre expérience, mais aussi votre humanité vont nous permettre d'éclairer l'indicible moment que nous traversons tous, et cela sur la planète entière. Nous tous signifie d'abord chacun, dans la singularité de sa psyché, de son cheminement de femme et d'homme, de son sentier professionnel et intime. Nous tous se traduit aussi par ensemble, collectivement, au sein d'une famille, d'une région, d'une nation, également dans notre rapport à tout autre, visible ou non, espèce humaine, mais aussi animale ou végétale, bref, ce que l'on désigne communément par écosystème. Ce je et ce nous, à l'articulation desquels Edgar Morin, comme je l'évoquais en préambule, s'escrime sans relâche depuis 80 ans, eh bien ce je et ce nous sont comme jamais depuis longtemps questionnés, ébranlés. Et c'est effectivement à mettre un peu de lumière dans ce labyrinthique maquis que nous allons nous employer maintenant. Il n'est pas nécessaire de vous présenter, chacun vous connaît vos travaux, notamment sur la résilience, connaît vos écrits, en premier lieu vos essais. Je citerai quand même, parmi les plus récents, Je me souviens, Les âmes blessées,
Psychothérapie de Dieu, La nuit j'écrirai des soleils chez Odile Jacob et aux éditions de l'Aube en 2015, Dialogue sur la nature humaine avec justement Edgar. Vous êtes neuropsychiatre, très attaché à votre terre toulonnaise. Vous avez écouté, accompagné, soigné tout type de profils, femmes et hommes, enfants comme vieillards, issus des riches quartiers comme des bidonvilles d'Afrique, sans racines ou héritiers d'une longue ascendance, résidant dans un Occident prospère ou nomade chassé de territoires en guerre. Et votre tragédie personnelle durant la Seconde Guerre mondiale n'est sans doute pas étrangère à votre trajectoire ultérieure de médecin, de chercheur et tout autant d'humaniste. Pour toutes ces raisons, vous êtes particulièrement autorisé à nous parler de joie, de bonheur, d'épanouissement à un moment si singulier de l'histoire et de nos histoires. Ensemble, nous allons décortiquer les répercussions psychiques provoquées par l'éruption, la propagation et la gestion de la pandémie. Nous allons passer en revue quelques questionnements éthiques fondamentaux. Nous allons aussi explorer les conséquences que déclenche le contexte angoissant, l'accélération de la digitalisation ou encore l'engouement pour le télétravail. Et au final, peut-être pourrons-nous un peu mieux répondre à la question « Qu'est-ce qu'être heureux aujourd'hui ?» D'accord. Vous n'avez pas une autre question? On attaque. Alors, ça, c'est la question facile. Et je pense que le contresens qu'on fait en posant cette question, la question qu'on se pose tous, on fait un contresens. C'est que le bonheur n'est pas l'opposé du malheur. C'est que les deux fonctionnent ensemble comme un couple d'opposés, comme un oxymore. C'est-à-dire que dans un univers où tout serait bleu, on ne pourrait pas prendre conscience du bleu. Pour qu'on prenne conscience du bleu, il faut qu'il y ait une autre couleur que le bleu. Pour prendre conscience du bonheur, il faut qu'il y ait une autre sensation, un autre sentiment que celui de bonheur, le malheur. Et alors à ce moment-là, les deux sont associés. Alors il y a le bonheur cucu, si vous permettez cette expression, c'est le plaisir du quotidien qu'on appelle bonheur, parce qu'on ne sait pas définir le mot bonheur. Bonne heure, c'est pas grand-chose, hein. Mal heure, mauvaise heure. Les Anglais, happens, ça survient, c'est un moment. Donc bonheur, c'est un moment, et les Anglais et beaucoup d'autres langues disent aussi que c'est un moment de bonheur, c'est aussi un moment de malheur. Et les deux fonctionnent ensemble, et on a deux manières d'éprouver le sentiment de bonheur. Soit dans l'immanence, boire un verre d'eau fraîche, ah quel bonheur, se coucher quand on est fatigué, oh quel bonheur, et le bonheur transcendant, se mettre à l'épreuve pour triompher de l'épreuve. Et là, on obtient le bonheur d'avoir surmonté la souffrance, c'est-à-dire, si vous ne me croyez pas, regardez, j'habite à Tamaris, au bord de l'eau, il y a une corniche, et je vois régulièrement des joggeurs avec une majorité de femmes. Qu'est-ce qu'elles peuvent souffrir ? Elles sont torturées, elles ont mal au souffle, elles ont du mal, elles courent, elles prennent une douche et elles sont heureuses et le lendemain elles recommencent. Si ce n'est pas le bonheur associé à la souffrance, c'est le bonheur de triompher de la souffrance, c'est le bonheur transcendant. C'est-à-dire que c'est une autre manière d'accéder au bonheur. Il y a le bonheur cucu, le verre d'eau, c'est important, hein, mais c'est pas transcendant. Et il y a le bonheur transcendant, c'est celui de triompher du malheur dans la société, dans notre aventure personnelle. Donc les deux sont un couple comme un oxymore, et c'est comme ça que les toits tenaient dans l'Égypte ancienne ou chez les Grecs, les toits tenaient parce que les deux forces s'opposaient. Un faisceau de fusils tient debout parce que chaque fusil s'oppose à l'autre. Le bonheur et le malheur fonctionnent comme un oxymore. Et alors justement, ce moment vécu par beaucoup comme un malheur depuis le début de la pandémie, pourrait-il nous aider à révéler, peut-être au fond de nous-mêmes, une autre relation au bonheur ou des ferments ou des germes de bonheur qu'on ne soupçonnait pas ? Mais absolument. Les épidémies font partie de l'histoire humaine. Hein. Depuis qu'on cultive, depuis qu'on fait des élevages d'animaux pour les manger, depuis qu'on fait des stocks alimentaires, on crée des paradis pour bacilles de la peste, bacilles du typhus. On crée des paradis qui nous intoxiquent. C'est-à-dire que plus on développe notre économie et notre consommation
ce qui est le bonheur immanent, le bonheur immédiat, le plaisir immédiat. Plus on développe ça, plus on développe la technologie des transports, le déplacement des êtres humains à l'époque de Monsieur et Madame Sapiens, le transport de la soie, les routes de la soie nous ont permis de prendre conscience à quel point on fabriquait nous-mêmes notre propre malheur, sur le plan technique et sur le plan psychologique. Faites-vous, do it yourself. Faites vous-même votre malheur. Là, on est doué pour faire soi-même son malheur. Et les routes de la soie montrent comment on fabrique le virus, comment on le transporte, comment on en souffre et comment ensuite on est fier d'avoir surmonté cette souffrance et comment après chaque épidémie, après chaque catastrophe, que ce soit sur le plan biologique, sur le plan psychologique ou sur le plan social, après chaque catastrophe, on voit apparaître une nouvelle manière de vivre. C'est la définition de la résilience. Et on voit ça, après chaque épidémie, il a fallu remanier les normes sociales. Alors je cite toujours l'exemple, j'habite à Toulon, près de Marseille, qui a été le point de départ d'un très grand nombre d'épidémies européennes. Alors je cite l'exemple parce que c'est le plus illustratif, d'après ce que je connais et d'après mes connaissances. 1348, la route de la soie, pour gagner plus d'argent, s'arrête à Antioche. Alors je ne sais pas si on peut dire Syrie ou Turquie, enfin vous voyez, c'est cette zone-là, Antioche. Les caravanes qui étaient lentes, qui transportaient peu de virus, parce qu'on se nourrissait sur place, là, il y a les bateaux. On charge les tissus chinois, les Chinois inventent la soie. J'ai été invité à travailler en Chine. Comment un Chinois a-t-il pu découvrir la soie en regardant un fil minuscule sortir du trou du cul d'une bombix femelle, un gros papillon? Il faut vraiment être chinois pour inventer un tissu merveilleux en observant le trou du cul des bombix. Et il invente un tissu merveilleux. Aussitôt, c'est commercialisé, ça méritait de l'être. On stocke pour gagner plus d'argent. On stocke à Antioche, on fait des stocks alimentaires. Les rats sont heureux, cocagnent, les rats s'installent, ils transportent le virus de la peste. Les marins meurent en route. Il y a une quarantaine qui a été découverte très tôt. Pour gagner de l'argent, les commerçants refusent, trichent, ne respectent pas la quarantaine. Il y a la foire à Beaucaire, au sud d'Avignon. Il faut qu'ils apportent les ballots de tissus. Ils sortent les tissus la nuit, les apportent à Beaucaire, gagnent un peu d'argent, répandent l'épidémie. 2 ans après, un Européen sur 2 est mort. Et ça se répète. Alors s'il y a des variations selon les cultures, mais c'est le même thème, c'est les variations autour d'un même thème. Et on voit qu'après l'épidémie, avant il y avait le servage, c'est-à-dire que les hommes étaient vendus qu'un seigneur vendait son château et sa terre, qu'il avait d'ailleurs escroqué. L'aristocratie a racketté le peuple pendant 1000 ans. C'est une phrase de Georges Duby que je cite souvent tellement elle me fait plaisir. Et donc ils font des merveilles et ils vendent le château et la terre et ils vendent les hommes qui sont dessus, le servage. Et 2 ans après, il y a tellement de paysans morts qu'il faut bien que les aristos et les bourgeois se nourrissent. Donc il faut revaloriser, courtiser les paysans. 2 ans après, le servage disparaît tellement le métier de paysan est valorisé. C'est peut-être ce qu'on va faire. Vous parlez de bonheur immanent et de bonheur transcendant. Un certain nombre de Français, pendant la période du confinement, se sont peut-être découverts, justement, ont exploré au fond d'eux-mêmes les conditions d'un nouveau bonheur transcendant. Tous, certains, mais pas tous. Quel regard, quelle photographie plutôt dressez-vous de la, on va dire, c'est un bien grand mot, mais de la santé psychique des Français aujourd'hui, 9 mois après l'éruption de la pandémie? On a eu le confinement, on a eu le déconfinement, on a aujourd'hui une nouvelle période angoissante. Quel état des lieux un peu général dressez-vous? Alors, le confinement est une protection physique et une agression psychique. Alors, c'est une protection physique. Si on arrivait à se confiner à la perfection,
Le virus, c'est rien sur le plan biologique. Hein. Le virus, c'est un tout petit segment d'ADN. Je crois qu'il y a 10-15 gènes. C'est tout petit, c'est minuscule. Donc ça rentre, ça franchit la paroi d'une cellule. Ça peut être une cellule cérébrale. C'est la grippe espagnole de 1918, qui n'est ni grippe ni espagnole. Mais c'est pas une grippe, c'est une encéphalite, parce que la cible, c'était les cellules du cerveau. Aujourd'hui, il semble que la cible soit préférentiellement le poumon, mais je crois que parfois le cerveau en prend un petit coup aussi. Donc ça veut dire que sur le plan biologique, c'est rien. Un tout petit segment d'ADN. Tout le reste, c'est civilisation. Or, les civilisations répètent des épidémies probablement depuis qu'on a inventé le néolithique, c'est-à-dire les réserves, l'élevage et les réserves alimentaires et le transport. Or, aujourd'hui, les chameaux de la caravane de la soie, aujourd'hui, ça s'appelle avion ou train. C'est le même principe, ça va un peu plus vite et ça transporte le virus encore plus vite. Donc, je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. La santé psychique des Français aujourd'hui. Et finalement, à partir de cette question-là aussi, demain et après-demain, vous préoccupe-t-il davantage qu'aujourd'hui ? Oui. Alors, ça, c'est la question de la résilience, qui est un concept très scientifique, hein, parce que chaque étape, doit être analysée scientifiquement par un généticien, par un neurologue, par la neuroimagerie fait des performances passionnantes, par l'affectivité, par un psychologue, par un sociologue, et on ne peut pas tout savoir. Donc on est obligé de se mettre en équipe pour répondre à votre question. Mais ça a été fait. Et la réponse schématique qu'on propose maintenant, c'est que on a tous, face à une épreuve, le confinement, qui nous protège physiquement. Mais psychiquement, on ne réagit pas. Il y a une très grande inégalité des réactions. Schématiquement, ceux qui, avant le confinement, avaient acquis des facteurs de protection au cours de leur développement neurologique et psychologique, ceux qui avaient une famille stable, ceux qui ont été les premiers à acquérir un langage qui permet d'exprimer ses émotions et d'établir des relations, ceux qui, dans notre culture, avaient acquis un diplôme, parce que l'aristocratie dont je parlais tout à l'heure, elle était faite sur la force physique. Les armes, ceux qui savaient manipuler les armes, les aristocrates étaient grands et mouraient à peu près au même âge que nous, aujourd'hui. Les gens du peuple étaient petits, pauvres et mouraient à 30-35 ans. C'est-à-dire que les gens avaient la preuve que les aristocrates étaient de qualité supérieure. Mais bien sûr, ils ne pensaient pas que les aristocrates étaient de qualité supérieure parce qu'ils avaient les bonnes conditions de développement et que les gens du peuple n'avaient pas ces bonnes conditions physiques, d'espace. Or, aujourd'hui, ce qui fait la nouvelle aristocratie, c'est le diplôme. Et c'est l'école, c'est plus les armes, c'est l'école maintenant qui fait la nouvelle... Connaissance. La connaissance. C'est l'école maintenant qui fait la nouvelle hiérarchie sociale. Et dans le confinement, ceux qui parmi nous avaient acquis avant le confinement un diplôme, donc un métier correct, donc un logement correct, ceux-là, face à l'épreuve du confinement, ils ont souvent profité du confinement. J'ai des tas d'amis, c'est ce qui est arrivé à votre serviteur, hein, quelques mois de tranquillité où on peut s'occuper de soi, où on peut écrire, on peut lire. Beaucoup de gens me disent « je me suis remis à la guitare, j'ai retrouvé mes copains d'enfance ». Ces gens-là sortent du confinement apaisés et améliorés. À l'inverse, ceux qui parmi nous avaient acquis, avant l'épreuve du confinement, ils avaient acquis des facteurs de vulnérabilité. Famille difficile, trauma, maladie, antérieure, pauvreté, précarité sociale, parce que la précarité sociale est un trauma de tous les jours, c'est un trauma insidieux de tous les jours. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Comment vont faire les enfants pour aller à l'école ? Ils sont dans une mauvaise école, on est malade, etc. Donc, et puis même ce stress quotidien, on sait en neuroimagerie maintenant, on photographie, on filme, on dose comment le stress parental modifie le cerveau des enfants. Quelque chose se transmet biologiquement entre le malheur des parents et la structuration du cerveau de leurs enfants. Et on voit que ceux qui n'avaient pas
eu la possibilité d'acquérir un diplôme, eh bien, ils ont des emplois précaires, mal payés, difficiles. Ils ont des logements petits, bruyants, très loin des écoles. Ils font 2-3 heures avant d'arriver sur le lieu du travail. Eh bien, ces gens-là ressentent, éprouvent le confinement comme un traumatisme. Et cela paye très cher. C'est-à-dire que l'inégalité sociale qui existait avant le confinement, eh ben, s'est aggravée par le confinement. Peut-être même d'ailleurs de nouvelles inégalités vont naître. On parle beaucoup notamment de ce problème de l'électronisme. On a découvert que beaucoup de gens n'avaient pas accès à la connaissance parce qu'ils n'avaient pas accès justement aux moyens digitaux. Et on voit que, comme l'évoquera tout à l'heure d'ailleurs Hervé Lebras, des nouvelles inégalités effectivement ont surgi pendant le confinement. À propos de résilience, j'ai l'impression qu'on a particulièrement parlé depuis le début de la pandémie. Emmanuel Macron a même baptisé de résilience le dispositif militaire en soutien à la lutte contre la Covid. Si je vous pose la question, c'est qu'on rapporte généralement le principe de résilience, le processus résilient à un individu. Est-ce qu'on peut l'appliquer à une nation, à une collectivité ? Alors, on attribue le processus de résilience à un individu parce qu'on fait une faute de pensée. On pense dans notre société, dans notre philosophie occidentale, on croit à l'individu. Beaucoup d'autres sociétés croient au groupe. Et avec le développement des raisonnements écosystémiques, on voit que l'individu est une notion très relative. C'est-à-dire que c'est notre pensée. C'est Descartes qui nous a fait le coup. Hein, ne lisez plus Descartes. C'est-à-dire que le gars, il nous a fait croire qu'il y avait le corps d'un côté et l'âme de l'autre. Alors que beaucoup les sociétés asiatiques, j'ai été invité au Japon et en Chine, ça les étonne, c'est un raisonnement qui les désempare beaucoup. L'individu n'est pas séparable de son milieu, l'individu est pétri, transpercé, sculpté par les pressions de son milieu. Le premier milieu, c'est l'utérus. Et quand Emmanuel Macron m'a confié la mission des 1000 premiers jours, on fait commencer la structure cérébrale et l'aventure intellectuelle dans l'utérus. Et on le photographie et on le dose. On a des arguments pour défendre cette idée. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, si la mère est stressée, les hormones, les substances du stress passent la barrière du placenta, le bébé déglutit le liquide amniotique et le cortisol, les catécholamines pour faire vite, il y a beaucoup d'autres substances, mais c'est les deux substances vedettes du stress. Le bébé le déglutit, c'est comme si le bébé avalait tous les jours des comprimés de cortisone et des amphétamines. Donc, ça abîme son système limbique, le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Et alors voilà, raisonnement écosystémique. Le bébé arrive au monde avec une atrophie bifrontale et un système limbique abîmé parce que sa mère a été rendue malheureuse. Je souligne, c'est pas la mère, c'est le malheur de la mère. Hein. Et le malheur de la mère, c'est son histoire, son mari, sa famille, la société. Donc c'est un raisonnement où l'individu est une notion très très relative. On a valorisé, Georges Duby venait travailler avec nous de temps en temps, et vraiment je regrette beaucoup qu'il soit parti trop tôt. Hein. Et il nous disait, c'est une invention de Provençal. C'est-à-dire que la notion d'individu est partie au XIIIe siècle, nous disait-il, à partir des cours d'amour de Provence, où les dames se réunissaient pour dire comment elles voulaient être courtisées. Et ensuite, elles affichaient les cours au sens juridique du terme. Et ensuite, elles affichaient les résultats sur les portes d'église, sur les platanes, un peu partout. Et là, elles disaient, alors il y avait des jugements de cours d'amour qui étaient délicieux, il y en avait beaucoup. Hein. Alors il y avait faut-il aimer, parmi les jugements les plus pittoresques, faut-il aimer son mari ou son amant ? Alors les femmes se réunissent, elles débattent, elles disent le mari c'est fait pour le bien et pour le non. L'amour n'a rien à voir là-dedans. Mais en revanche, il faut aimer son amant. Et puis alors il y a un jugement de cours d'amour qui va faire plaisir aux féministes qui sont dans la salle. Il faut faire attention, il y en a toujours. Hein. Et est-il nécessaire qu'un homme soit intelligent ?
Alors ces dames se réunissent et après quelques jours, elles placardent partout. Alors l'intelligence est une vertu secondaire. C'est une vertu de femme. La vertu prioritaire, c'est-à-dire celle des hommes, parce que c'est les femmes qui se sont elles-mêmes nommées second sexe. Les hommes y pensent, mais ils n'osent pas le dire. C'est les femmes elles-mêmes qui se sont nommées second sexe. Et elles disent, la vertu prioritaire, c'est-à-dire celle des hommes, c'est d'être dur au mal et bien fait de ses membres. Je pense qu'elle pensait aux 5 membres d'un homme. C'est-à-dire... Et on voit que c'est à partir de cette notion-là, on a démarré l'individualisme, et on est la seule culture à faire ça. Et je crois que c'est une faute de pensée qui a été aggravée par Descartes en nous faisant croire qu'il y avait le corps d'un côté et l'âme de l'autre, alors que la neuroimagerie moderne montre que le corps et l'âme interagissent constamment. Et le corps, l'âme et la sculpture sociale, c'est des raisonnements écosystémiques auxquels il faut s'entraîner. Mais alors justement, quel est le rôle de l'État là-dedans? Pourquoi je vous pose la question? Parce que la résilience, vous évoquez notre capacité résiliente est liée en partie au capital affectif dont on dispose, au diplôme, etc. Toutes ces questions-là, finalement, questionnent le rôle de l'État. L'éducation, l'accès à la connaissance, le bien-être, la capacité de vivre ensemble. Que faut-il attendre de l'État, particulièrement en ce moment, justement, si on veut créer une capacité collective, justement, à se redresser? Alors, si Emmanuel Macron a fait une commission dont il m'a donné la charge, c'est pour répondre à votre question. C'est-à-dire que on sait que lorsqu'une femme enceinte est stressée, ça abîme le cerveau du bébé qu'elle porte. Donc, il faut offrir une protection dès la grossesse. Et là, c'est des décisions politiques. On sait qu'au cours des 1000 premiers jours, c'est-à-dire on a arbitrairement fini les 1000 premiers jours à l'apparition de la parole. C'est arbitraire, c'est une approximation. Parce que dès l'instant où un enfant parle, c'est au cours de la 3e année, c'est-à-dire dès l'instant où un enfant parle, il change de monde. Et ses émotions continuent à être provoquées par le corps à corps, mais en plus sont provoquées par des représentations verbales, sale gosse, tu es méchant comme ton père, voilà. Ça, c'est des représentations verbales qui altèrent l'enfant. Et puis les récits collectifs. Et là, c'est du domaine de l'éducation, de la culture, des romanciers, des cinéastes, des philosophes et des décideurs politiques. C'est qu'on voit, par exemple, au Japon, où j'ai été invité à travailler et où j'ai été enchanté par la culture japonaise. Mais ils sont polis, ils sont amoureux de la transcendance. C'est vraiment une culture que j'ai beaucoup appréciée. Mais ils font sprinter leurs enfants. Le résultat, moi, j'ai pas été en Corée du Nord, mais au moment des réunions, il y avait des Coréens du Nord qui venaient et du Sud qui venaient travailler avec nous. Et ils font sprinter leurs enfants de manière invraisemblable. C'est-à-dire que certains enfants tiennent le coup, font des performances intellectuelles stupéfiantes, une très forte majorité d'enfants cassent. Et ces enfants-là, on voit actuellement le nombre des psychopathies augmente énormément au Japon, les suicides au Japon sont faramineux, et partout dans le monde, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, mais les hommes aboutissent plus au suicide que les femmes, sauf au Japon et en Chine et en Corée, où le sprint est tel que les femmes pensent plus au suicide que les hommes et aboutissent plus au suicide que les hommes. C'est-à-dire que cet épanouissement féminin, parce qu'elles font des performances intellectuelles stupéfiantes, c'est le mot, stupéfiantes, elles le payent terriblement cher. Politiquement, les pays d'Europe du Nord ont fait un choix éducatif carrément opposé. On ralentit le développement des enfants. J'ai été invité en Finlande par Jeannette Bougrab, j'ai travaillé en Suède, j'ai été invité dans plusieurs pays, et à la commission des 1000 jours, il y avait la ministre de Finlande, Mauve Mokstad, qui nous apprenait beaucoup de choses, et ils font tout pour ralentir leurs enfants. Entre 5 et 10 ans, ces enfants sont en retard. À 15 ans, aux évaluations PISA, ils sont
aussi bons que les Japonais et les Coréens. Ils sont médailles d'or ou médailles d'argent. Aussi bons. Mais en 10 ans de réformes politiques, éducatives, ils ont pratiquement fait disparaître l'illettrisme. Quand j'ai posé la question à Mauve Mokstad, combien il y a d'illettrisme dans votre pays, en Norvège, elle n'a pas su me répondre. Elle a téléphoné, ils ont fait une enquête, et ils m'ont répondu, il n'y en a pratiquement pas. Parce que les enfants prennent confiance en eux, et ils apprennent à 7 ans ce qu'un Japonais apprend à 4 ans ou à 3 ans. Mais quand l'espérance de vie d'une petite fille aujourd'hui, une petite fille sur 2 qui arrive au monde aujourd'hui sera centenaire. Alors perdre quelques mois, prendre un retard de quelques mois, qu'est-ce que ça peut faire? Alors, on le voit bien, le rôle de l'État est effectivement central. Des décisions politiques qui ont été prises depuis le début de la pandémie, trouvez-vous qu'elles n'ont pas suffisamment tenu compte des conséquences psychiques justement pour les Français? On a beaucoup parlé bien sûr des personnes âgées, qu'on a coupé de liens affectifs. Maintenant on parle aussi beaucoup des jeunes que l'on prive d'une grande partie de ce qui les rend heureux, de ce qui forme aussi leur bonheur et qui sont exposés à des années extrêmement difficiles en termes d'emploi. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment tenu compte de cela? Alors là, ça pose un problème, en effet, un problème de transmission du savoir. C'est que les scientifiques, face au virus, ont fait leur boulot de scientifique. C'est-à-dire qu'ils individualisent d'où vient le mal, un tout petit segment d'ADN, puis on ne connaît pas, il a fallu du temps pour l'analyser chimiquement, puis quels sont les effets cliniques de ce petit segment, on ne le savait pas. C'est la première fois que ce virus existe. Donc il a fallu attendre s'il allait toucher le cerveau, les poumons. Donc il a fallu attendre. Puis il a fallu décrire les signes cliniques. Ça prend du temps. Puis un segment d'ADN, il change, même s'il ne mute pas. Il change d'expression selon l'environnement. Donc on voit que d'abord, c'était les hommes âgés diabétiques qui ont été touchés les premiers. On voit que maintenant, des femmes beaucoup plus jeunes commencent à être touchés et que la cible n'est peut-être moins le poumon et commence à être le cerveau. Parce que le mot clé, c'est le mot évolution. Tout ce qui est vivant évolue. Donc le segment d'ADN va évoluer aussi. Nos réactions organiques vont évoluer aussi. Les traitements, là, toujours pas. Il paraît qu'on commence à le trouver. Là, je ne suis pas très compétent, mais j'ai entendu dire que si Trump va mieux, c'est peut-être parce que on a trouvé un début de traitement, la cortisone, qu'on ne donnait pas au début. Enfin voilà, ça c'est les problèmes médico-techniques. Il faut du temps. Et dans les milieux scientifiques, le conflit, le débat fait partie de l'esprit scientifique. Le doute, l'hypothèse fait partie du processus scientifique. Donc les scientifiques, voyant que le virus évolue, que les réactions évoluent, que le transport du virus évolue, doutent, changent d'opinion. Les décideurs politiques sont entourés de scientifiques qui leur disent « Ah ben non, maintenant, c'est telle ville qui est touchée, alors qu'avant, c'était telle autre ville. » Et ça c'est interprété par les gens. Ah ben, il faudrait bien quand même que les scientifiques disent n'importe quoi. Les politiciens ne nous rassurent pas en changeant de décision tous les 15 jours ou tous les 3 mois. Il y a un contresens entre les scientifiques et la culture, parce qu'il y a les gens... Alors là, c'est dangereux parce que les gens qui ont peur, les scientifiques érotisent le doute. Tu n'es pas d'accord avec moi? Explique-moi. Ah, c'est intéressant, je ne suis pas d'accord. On s'affronte, on argumente. Dans les groupes de recherche que j'anime, c'est un plaisir de ne pas être d'accord. Mais il y a des gens qui aiment la certitude. Les scientifiques aiment le doute. Et il y a des gens qui aiment la certitude parce que ça les rassure. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi où est la vérité. Et ils votent pour un gourou ou ils votent pour un dictateur. La plupart, regardez aujourd'hui le nombre de dictateurs qui sont élus démocratiquement. J'ai une question par rapport à ça, parce qu'elle est en lien avec le lieu où nous sommes. Demain, en fin de matinée, Philippe Torreton débattra avec Carole Beffa pour conclure le forum. Et le soir, il sera là à notre place pour jouer la vie de Galilée de Brecht. Et au printemps, quand on a évoqué ensemble, quand on a dialogué ensemble pour l'entretien que nous avons eu, vous me disiez que cette pièce de Brecht vous inspirait une phrase en particulier « Malheureux les pays qui ont besoin de héros ».
Et nos héros ont été au printemps les soignants, mais demain, ce pourrait être qui? Peut-être des tyrans, peut-être des despotes qui vont instrumentaliser justement cette nouvelle vulnérabilité. Vous pensez qu'il y a de quoi être inquiet sur ce que... Mais bien sûr, on est en période de chaos. Et le chaos est déterministe, c'est-à-dire qu'une nouvelle organisation prend forme à partir du chaos. C'est vrai pour les étoiles, c'est vrai pour la biologie, c'est vrai pour la psychologie. Après un trauma, on est chaos dans un trauma. Hein, et on doit, ou bien on reste prisonnier et on ne s'en sort pas, comme disent les gens très justement, ou bien on se réorganise et on s'en sort autrement. Donc, on est en période de chaos social. Donc, comment va-t-on sortir de ce confinement et à quel prix? Alors, il y a la solution la moins coûteuse, c'est de surestimer un héros. Et si une culture a besoin de héros, c'est que cette culture est en difficulté. Une culture en paix a plein de petits héros. C'est Zidane, c'est un chanteur, c'est charmant. Mais si Zidane part à Madrid, ben, c'est pas très grave. Alors qu'en temps de guerre, les héros sont des héros tragiques, c'est des sauveurs. Et là, on est obligé de se fédérer, de les suivre, de leur obéir, puisqu'ils vont nous sauver. On leur donne un pouvoir exorbitant parce qu'ils nous ont promis de nous sauver et on a été complices parce que nous, on a été heureux de les croire. Parce qu'en les croyant, on se soumettait nous-mêmes à leur certitude. Et c'est pour ça que beaucoup de tyrans ont été, et aujourd'hui encore, sont démocratiquement élus. Et une fois qu'ils sont élus, ben, ils imposent leurs lois, puisqu'ils ont été élus, on leur a donné les armes démocratiques. Donc ils imposent leurs lois et on est malheureux, on est prisonnier. Donc malheur aux pays qui ont besoin de héros, et actuellement on cherche nos héros. Alors, il y a les héros, les soignants, qui le payent. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmières, beaucoup d'aides-soignantes qui souffrent. Dans la commission des 1000 jours, il y avait plusieurs médecins, plusieurs professeurs de médecine qui ont été malades, qui ont eu le virus. Et quelques-uns ont été très touchés. Il n'y a pas eu de mort. Mais ils ont encore, aujourd'hui, ils ont du mal physiquement et moralement à se remettre en route. Et puis, surtout, on voit que dans ces héros-là, il y a des héros qui profitent de notre angoisse provoquée par l'incertitude, qui profitent d'utiliser le pouvoir qu'on leur donne. Parce que la démocratie est coûteuse et je ne sais pas comment on va faire pour sortir de ce confinement. Les relations humaines sont durement impactées. Au travail, on va y revenir après, mais dans le quotidien qu'impose, on le voit aujourd'hui, le port du masque, les mesures de distanciation physique, les contraintes sociales avec la fermeture des restaurants et des bars, la compression d'une partie de nos libertés publiques, et ça on sait combien la liberté participe à être heureux, ou à ne pas être heureux, justement, lorsqu'on n'en a pas. Les effets de ces mesures qui sont censées être momentanées, si elles durent, de quelle manière pourraient-elles sédimenter et finalement, au final, presque faire évoluer notre rapport à l'autre? Alors, ce qui se passe dans toutes les périodes de chaos, c'est que si un chaos est momentané, on se réorganise et on reprend la vie comme avant. Si un chaos dure, il y a de plus en plus d'altérations psychiques, de syndromes psychotraumatiques, de gens qui se découragent. Et actuellement, je ne suis pas économiste, hein, c'est une science difficile pour moi, mais on peut prédire qu'il va y avoir des ruines, qu'il va y avoir que le chômage va augmenter, qu'il va y avoir des gens désespérés, il va y avoir des effondrements d'entreprises. On peut le prédire, ça. Et quand ça dure, le psychisme s'adapte. On voit dans les situations de guerre, l'adaptation humaine est stupéfiante. On peut s'adapter à des conditions énormes, mais l'adaptation, c'est parfois l'amputation et la résignation. L'adaptation, c'est pas toujours un signe de progrès. Hein. C'est l'adaptation. Les prisonniers s'adaptent à leur espace clos et ils s'y adaptent par des stéréotypes et ils s'y adaptent par le délire. Les prisonniers délirent beaucoup parce que le délire, les hallucinations, leur donnent un substitut, un ersatz de vie psychique. Donc ils s'adaptent à la prison par les stéréotypes
et les stéréotypies comportementales et par la pathologie psychiatrique. Alors, on peut s'adapter au confinement. Et quand le chaos, un jour ou l'autre, le virus va sécher. Si on se confine beaucoup, il va sécher vite. Si on se confine peu, il mettra 1 an ou 2 avant de sécher. Et si on remet en place les mêmes processus qui ont fabriqué un virus, eh bien, dans 3 ans, il y aura un nouveau virus. Et il faudra recommencer le processus. Donc, on est contraint au changement. Et on voit que l'adaptation entre nous, après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de jeunes gens, il ne faut pas oublier qu'au moment de la Première Guerre mondiale, parmi le 1,5 million de morts dans les tranchées, la plupart des jeunes hommes n'avaient pas le droit de vote. On a fait tuer 1,5 million d'adolescents. Et pendant la guerre de 14-18, les femmes ont commencé à aller à l'usine, elles y allaient aussi, mais là, le nombre s'est augmenté et elles ont pris de plus en plus de responsabilités. Pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'hommes ont fait 3 ans de service militaire. Ils ont été démobilisés, ils ont fait 3 mois dans leur famille, il y a eu la déclaration de guerre, nouvelle mobilisation générale, ils ont été prisonniers de guerre, libérés 4 ans après. Toute une génération, pendant 7 ans, n'avait rien appris, sauf à marcher au pas et à tuer le temps. Rien appris. 7 ans au moment de la production d'une personnalité, au moment où on apprend un métier, rien. Pendant 7 ans, les femmes avaient tout fait marcher. Les hôpitaux, l'administration, les usines, et même les champs où les machines apparaissaient et où elles commençaient à faire marcher. Comment voulez-vous qu'elles reprennent la place d'avant? Elles avaient tout fait marcher, et en 1945, on ne pouvait plus refuser le droit de vote. C'était plus possible. Elles avaient tout fait marcher. Et donc, ça a été un changement de relations entre les hommes et les femmes qui avait commencé avant, mais c'était difficile, ça a échoué, il y avait des misérables victoires, et puis là, il y avait une véritable révolution. Donc le chaos de la guerre de 40 a été un changement radical, très important, de relations entre les hommes et les femmes. Et je pense qu'on peut faire le pari que le changement qui est en train de se préparer actuellement, c'est avec les jeunes qui, actuellement, ont des universités qui ne marchent plus, des écoles qui marchent difficilement, par exemple, les examens ont été pratiquement supprimés ou donnés, beaucoup de concours ont été supprimés, donc il va falloir trouver d'autres modes pour repérer les enfants. Le mode du concours, on est le seul pays à garder la sélection par concours. C'est Napoléon qui, en 1802, qui a inventé l'internat, qui a inventé Polytechnique. Les jeunes qui font l'internat en médecine, Polytechnique ou les grandes écoles, ils n'ont rien volé. Ils ont travaillé, ils ont été reçus, ils n'ont rien volé. Mais c'était les seuls à pouvoir faire l'effort nécessaire pour être reçus. Les autres étaient éliminés avant même de participer au concours. Alors justement, le cas de cette jeunesse, l'avenir de cette jeunesse m'amène à vous poser une question éthique de fond que nous avons abordée justement ensemble dans le livre. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de la poser de nouveau parce que peut-être que vous n'aurez pas la même réponse que vous m'aviez apportée au mois de mai. Et donc je vous interrogeais sur l'interprétation éthique que l'on peut faire d'une stratégie qui ruine délibérément l'économie au profit d'une population pour sauver une population par nature vulnérable parce qu'elle est âgée ou parce qu'elle est déjà malade. Et vous me disiez, un bon choix éthique peut être un mauvais choix économique. On pourrait dire aussi qu'un bon choix économique peut être un mauvais choix éthique. 4 mois plus tard, cette formulation a-t-elle le même sens pour vous? Alors, il y a eu le mythe du progrès qui a commencé avec la science, fin 18e, 19e siècle. Et on a cru que le progrès était linéaire et allait monter tout le temps. Or, ce qu'on découvre maintenant, c'est qu'il n'y a pas de progrès sans effet secondaire. C'est un mot qui vient de la médecine, side effect, c'est-à-dire que tous nos progrès qui sont réels se payent. Premier progrès réel, l'espérance de vie
a incroyablement augmenté. Génétiquement, on a droit à 120 ans d'existence, c'est-à-dire que tous ceux qui meurent avant peuvent déposer plainte. Parce que on a droit à 120. Génétiquement, on a droit, dans la Bible aussi, hein, donc c'est scientifique. Alors si c'est dans la Bible, c'est scientifique. Donc on a droit à 120 ans. Or, dans les squelettes de Monsieur et Madame Sapiens, ils ne dépassent pas 30-35 ans. Dans les sépultures du 19e siècle, avant la découverte de Semmelweis, prophylaxie de l'accouchement, 1862, enfin ça doit être à peu près ça, hein. S'il y a des gens qui ont des petites machines pour vérifier, mais je crois que c'est à peu près cette date. L'espérance de vie des femmes, c'était 36 ans, après 13 grossesses. Elles mettaient au monde 7 enfants, moins de 4 enfants arrivés à l'âge adulte. La condition des femmes, qui n'est pas toujours facile aujourd'hui, mais elle n'était pas plus facile hier. Or, le progrès, l'hygiène, la prophylaxie de l'accouchement, la surveillance de la grossesse, effet second, l'école, où les filles sont brillantes. Les filles sont brillantes à l'école parce que neurologiquement, neuropsychologiquement, XX se développe beaucoup plus vite que XY, puisqu'il y a une stabilité génétique que les garçons n'ont pas. Dans les consultations de pédopsychiatrie, il y a très peu de filles. Il y a une très forte majorité de garçons. Par bonheur, dans le cadre de la parité, les filles deviennent anxieuses après la puberté. Et là, on les voit arriver, en consultation. Mais ça veut dire qu'au point de vue scolaire, les filles ont, à 12 ans, on évalue à 2 ans l'avance des filles sur les garçons. Quand on voit la différence de résultats scolaires qui entre dans une même classe entre les enfants nés en janvier et les enfants nés en décembre, il y a 9, 8 mois de différence. Il y a des résultats scolaires très différents. Alors là, il y a 2 ans. Ce qui veut dire aussi qu'au moment du bac, une petite fille, une jeune fille est une jeune femme. Elle a terminé sa fatigue de croissance, surtout maintenant avec les conditions de progrès, hygiène, alimentation. Les petites filles ont des pubertés de plus en plus précoces, ce qui est un avantage sur le plan neuropsychologique, ce qui est un avantage sur le plan scolaire, ce qui est un désavantage sur le plan angoisse. Les petites jeunes femmes deviennent de plus en plus anxieuses. Elles payent ce progrès. Donc c'est un progrès incontestable. Elle nous enterre actuellement. Dans Molière, j'ai vu, il y a dans la salle derrière, il y a une statue de Molière avec ses moustaches. Il commence à être connu, Molière, hein, il commence à être bien lancé. Et avec sa moustache, Aldin Molière, on voit que Orgon épouse une petite fille qu'il a éduquée. Je l'ai mise au champ et je l'ai fait nourrir de bons grains. Hein, c'est à peu près ce que dit Orgon. Aujourd'hui, c'est appelé inceste. Woody Allen a été accusé pour avoir fait ce que Molière et ce qu'on fait apprendre à nos enfants. Donc ça veut dire que c'est cette évolution, progrès de développement des corps des garçons et surtout des filles. Aujourd'hui, elles vont à l'école, donc elles mettent au monde leur premier enfant, elles ont presque 31 ans. Le maximum de fécondabilité, c'est 25 ans. Après 30 ans, il faut commencer à médicaliser les grossesses. Donc elles sont dépersonnalisées. Donc elles sont mieux personnalisées par les progrès, par l'école, par l'intelligence, par le travail. Et elles sont dépersonnalisées par la grossesse. Et on voit de plus en plus de jeunes femmes qui ne veulent plus être enceintes. Ou on voit de plus en plus de dépression post-partum, après l'accouchement, comme on disait avant, et pré-partum. C'est-à-dire que maintenant, des jeunes femmes se mettent à déprimer ou à avoir des angoisses insupportables à l'idée d'être enceinte. Et le contexte qu'elles vivent aujourd'hui ne va pas favoriser justement une volonté d'enfanter. On le voit aussi beaucoup aujourd'hui, la perspective, pas seulement liée à la pandémie, mais la perspective de ce que devient la planète est une raison aussi pour convaincre des jeunes femmes de ne pas vouloir porter d'enfants. Mais absolument. Alors on voit maintenant, on faisait des extrapolations sur l'augmentation de la population et on voit que depuis une décennie, on voit que dans tous les pays du monde, la natalité décroît, même en Afrique, même au Proche-Orient, où la natalité était une arme politique.
Hein, les femmes étaient... Et si on parle français au Québec aujourd'hui, c'est parce que les prêtres catholiques rentraient dans les maisons pour surveiller le ventre des femmes. Dites-moi, Boris, je reviens simplement à cette question éthique parce qu'elle est importante, mais j'ai une autre question qui permet peut-être aussi de l'illustrer. Deux vies se valent-elles? La valeur de deux vies, les valeurs de deux vies sont-elles égales? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'au début du confinement, en décidant de ruiner l'économie pour protéger justement une population vulnérable, on a éprouvé tous la joie, finalement, objectivement, de voir que l'on considérait toutes les vies égales. Aujourd'hui, le débat a évolué, le curseur a changé, et on l'a vu avec des philosophes comme André Comte-Sponville, avec des acteurs, des comédiens comme Vincent Lindon, par exemple, qui posent clairement la question de l'égale valeur des vies. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est la question tragique. C'est que, en effet, on voit réapparaître la notion de valeur de vie. Et on a une expérience tragique avec cette phrase, hein, les vies sans valeur, c'était la théorie nazie. Et qu'il était moral de faire disparaître les vies sans valeur, c'est-à-dire les handicapés mentaux, les handicapés physiques, les juifs, bien sûr, les slaves, les tziganes. C'était au nom de la morale qu'il convenait de faire disparaître ces vies sans valeur. Et j'ai eu l'occasion de voir, ça a été repris dans les régimes communistes, hein, c'est le même argument, qui était débattu dans les écoles, c'est-à-dire pour que les enfants apprennent cette notion de vie sans valeur. Il y avait des dessins que j'ai vus personnellement, j'en témoigne, hein, un couple de jeunes gens, très beaux, très bien dessinés, et l'argument disait, ces jeunes gens ne pourront pas acheter un logement ou acquérir un logement convenable parce que tout l'argent va partir pour développer, pour maintenir en vie cet homme qui a une vie sans valeur. Et on voyait un homme grimaçant qui avait tous les stigmates du malade mental ou du malade physique. Et on est arrivé à la notion de vie sans valeur, ce qui a provoqué une morale perverse. Morale, c'était moral. C'est au nom de la morale qu'on a tué des millions de gens. Les Allemands ont mis à la chambre à gaz, paraît-il, 300 000 malades mentaux. À Lyon, pendant la guerre, il y a eu une thèse qui a provoqué pas mal de remous, dirigée par mon ami Patrick Lemoine, qui était chef de service à Lyon et qui maintenant est prof à Shanghai. Les biographies sont folles aujourd'hui. Et Patrick Lemoine et son doctorant ont montré qu'à Lyon, une trentaine de malades mentaux avaient été éliminés au nom de la morale. C'est-à-dire, et les juifs étaient éliminés au nom de la morale. Il fallait éliminer ces bactéries. On les appelait comme ça, c'était des bactéries qui souillaient la belle race supérieure, c'est-à-dire les blonds aux yeux bleus. Ce que je conteste fortement, parce que moi, je sais quelle est la race supérieure. C'est les chauves. Donc, on voit comment quelque chose de... La morale peut devenir perverse. Je reviens au processus résilient. Parmi les conditions du processus résilient, il y a aussi la capacité de regarder l'avenir. Pas forcément avec foi, avec croyance, mais au moins avec la possibilité d'avenir. Hein, comprendre que demain est une possibilité. Aujourd'hui, on voit bien que l'horizon à court terme est assez obstrué pour beaucoup de personnes. Est-ce que ça, c'est une condition dont il va falloir tenir compte tout particulièrement au moment d'imaginer notre capacité à être heureux? Parce qu'on ne peut pas être heureux sans regarder l'avenir, avec cette possibilité justement d'avenir. Alors tout à fait. Alors ça va probablement provoquer un changement éthique. C'est que votre première question m'avait permis de proposer l'idée qu'il y a un bonheur immanent et un bonheur transcendant.
et que le bonheur immanent, c'est ce que j'avais appelé le bonheur cucu, qui est important, hein, c'est l'eau fraîche, c'est le sommeil, c'est le plaisir de passer une soirée ensemble, et le bonheur transcendant, c'est le bonheur de surmonter les épreuves, le sacrifice. Toutes les religions, toutes les idéologies valorisent le sacrifice qui est une amputation de la personnalité, mais qui en échange permet d'accéder à un bonheur transcendant. L'interdit, il y a eu en 68 un slogan a eu beaucoup de succès, il est interdit d'interdire. Or, on a découvert que c'est un slogan qui détruit. Parce que l'interdit, une amputation d'une part d'expression de soi, l'interdit est une structuration affective qui permet de vivre ensemble. Je ne peux pas tout me permettre. Je ne peux pas agresser n'importe qui pour satisfaire mes plaisirs. Je ne peux pas violer une femme. Je ne peux pas pratiquer l'inceste. L'interdit permet de vivre ensemble. Or, actuellement, je fais le pari que ce bonheur immanent, le bonheur cucu, le bonheur immédiat, que j'apprécie, risque de devenir l'organisateur de nos sociétés. Et que maintenant, on voit aussi le bonheur transcendant risque de se développer aussi. Et la transcendance, on voit actuellement revenir les religions de la transcendance. C'est-à-dire que la spiritualité fait partie de la condition humaine. Il n'y a pas de culture sans Dieu. Il y a plus de 30 000 dieux sur Terre actuellement. Enfin, ils ne sont pas sur Terre, mais les hommes pensent qu'au ciel, il y a plus de 30 000 dieux. Il y a entre 30 et 50 000 religions qui apparaissent tous les jours et qui disparaissent. On parle toujours des 3 grands monothéismes, mais il y a plein d'autres religions. Et on voit apparaître aujourd'hui le fanatisme qu'on croyait que... J'ai cru que la défaite du nazisme allait faire disparaître ces idéologies fanatiques. Et c'est pas vrai. Un mot sur le télétravail, parce qu'on en parle beaucoup. Ce soir, avec Laurent Berger et Dominique Méda, on va évoquer les volets organisationnels, managériaux, qui sont liés à cette popularisation un peu subite du télétravail. Nous traiterons l'impact sur la valeur et le sens du travail. Nous allons aborder les inégalités, les bienfaits, mais aussi les souffrances qu'elle génère. On va mesurer aussi les dégâts que génère la porosité ou la superposition des sphères privées et professionnelles. Et puis nous questionnerons les conditions avec le télétravail de faire communauté de travail et même communauté humaine. Mais vous êtes neuropsychiatre et vous êtes donc tout aussi habilité qu'eux à vous prononcer sur le télétravail. Et en premier lieu, sur la nature des relations humaines au sein des collectifs de travail que promet l'expansion d'une telle pratique. Quel optimisme, mais aussi quelles inquiétudes cet engouement pour le télétravail vous inspire-t-il ? Alors, ça peut illustrer ce que je proposais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de progrès sans effet secondaire. Technologiquement, le télétravail est une victoire technique stupéfiante. L'autre jour, j'ai fait un zoom avec les pays d'Amérique latine, l'Espagne et tous les pays d'Amérique latine. Il y avait un nombre faramineux de gens qui posaient des questions en espagnol. Il y avait un nombre faramineux, c'était jamais dans un congrès, il y a eu tant de gens. Victoire technique stupéfiante, c'est pratiquement magique. C'est magique de pouvoir communiquer en temps réel avec des Mexicains, des Argentins, des Péruviens, des Espagnols. C'était victoire technique stupéfiante, admiration, chapeau. Mais si on ne faisait que du télétravail, un écran, c'est pas une personne. On n'a pas avec un écran les interactions qu'on a dans le réel. Par exemple, quand je vous parle, vous hochez la tête. Mon écran ne l'a jamais fait. Et il sourit. Mon écran ne m'a jamais souri. Donc ces interactions, c'est-à-dire qu'en vous taisant, vous êtes co-auteur de mon discours. Vous m'avez encouragé en souriant, en hochant la tête, alors que si vous aviez fait, là, vous auriez participé, vous auriez modifié mon discours.
Or, il y a des situations de conversation qui sont des situations physiologiques. Quand dans les conversations, on ne parle pas au hasard. On se met à une certaine distance, on fait un tour de parole, et si on ne respecte pas ce tour de parole, il y a une crispation physique qui se fait. Les gens qui prennent la parole et qui empêchent les autres de parler provoquent de l'agressivité. Ils m'empêchent de parler. Ce n'est pas les arguments qui provoquent de l'agressivité, c'est l'interaction mal façonnée. De plus, on ne soutient pas le regard constamment quand on se parle, on évite parce que le soutien du regard est une intrusion. Face à un écran, on se regarde dans les yeux sans cligner des paupières et on finit, ça vous est sûrement déjà arrivé, on finit une soirée Skype ou Zoom fatigué. De plus, quand j'ai été doyen du pôle psychologique de l'école de magistrature à Bordeaux, où il y avait des étudiantes en majorité, des femmes qui sont très attirées par les métiers du droit et qui ne volent pas leur place, mais elles sont très attirées par ces métiers du droit. Et à un moment, donc, j'avais dit, on va faire des MOOC. Et donc, j'avais étudié comment on fait des MOOC. Il fallait faire des ruptures, des processus d'attention, parce que l'attention ne dépasse pas 20 minutes. Au bout de 20 minutes, il faut faire un joke, une pitrerie, pour réveiller les gens. Parce qu'aucun processus d'attention ne dépasse 20 minutes, si bien que dans cette salle, statistiquement, 20% des gens sont déjà en sommeil profond. J'avais donc mis au point des MOOC avec des changements de décor pour provoquer un petit stimulus. Ensuite, on a fait des examens, des questionnaires. Très peu avait été mis en mémoire. Sur le plan mémoire, c'était mauvais. Parce qu'on n'a de mémoire que si on a des émotions. Et on a des émotions que si on rencontre quelqu'un qui nous plaît, qui nous irrite, qui nous chante, qui nous fâche, tu te rends compte, il a dit ça, toc, c'est dans la mémoire. Mais dites-moi, pardonnez-moi Boris, mais vous devez être quand même alors extrêmement inquiet, j'imagine, mais je peux me tromper, de cette époque, de cette société d'écran, à laquelle d'ailleurs, d'abord les enfants, et aujourd'hui les très jeunes enfants sont totalement asservis. Quel type finalement de civilisation on est en train de préparer au travail, en famille, dans nos relations sociales humaines les plus basiques? Alors ça, c'est une proposition qu'on a faite à Emmanuel Macron d'après la commission des 1000 jours. On a beaucoup interrogé des psychologues, des neurologues, qui ont fait des études face aux écrans. On essaye de ne pas dire n'importe quoi. Je crois qu'on ne dit pas n'importe quoi. On a des tests, on a la neuroimagerie, on a des tests comportementaux pour le développement de l'empathie, pour les dépressions. On a des chiffres, ce n'est pas des chiffres mathématiques, c'est des chiffres adjectifs, on peut dire chiffres adjectifs, des chiffres adverbiaux, un peu, beaucoup, passionnément, c'est les statistiques, ce n'est pas des vrais chiffres, mais ça ne dit pas n'importe quoi, ça dit des hauteurs, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Donc on évalue, on sait évaluer, et on peut préciser que plus un enfant, un jeune, passe d'heures devant un écran, plus son empathie sera altérée, plus il aura un retard de langage et plus il prend un risque de dépression. Parce que c'est la rencontre avec l'autre, le plaisir, la rigolade, la dispute fait partie des relations humaines. Plus on a ces stimulus, il n'y a pas de mémoire sans émotion. La routine engourdit la mémoire. Et les profs qui se routinisent provoquent de mauvais résultats parce que les gosses sont très bien. Ils ont un pyjama dans la tête, ils sont sages, ils ne bougent pas. Ils sont très bien et le prof écrit « Enfant sage pourrait mieux faire ». Tu parles, le gars il dort pendant 3/4 d'heure sur un cours d'1 heure, c'est un enfant sage. Mais dites-moi, la généralisation du télétravail notamment va modifier aussi le sens du travail finalement. Alors d'une part, c'est beaucoup plus fatigant que le travail réel, parce que dans le travail réel, il y a des rythmes, rencontres, stimulation, repos, détournement du regard, le café. En médecine, c'était la buanderie, la tisanerie,
on avait besoin de ces moments de rupture, de rythme, de repos, pour parler entre nous, pour bavarder, pour rigoler. Les taquineries qu'on se fait sur les lieux du travail font partie des processus d'apaisement des tensions. On se taquine, on rigole, on partage un café, on dit des bêtises. C'est très important de dire des bêtises, hein. Parce que ça permet de calmer la tension provoquée par les désaccords inévitables du travail. Mais pour répondre à votre question, le grand danger, c'est ce qu'on a évalué, c'est l'arrêt de l'empathie. Alors ça, plus on ne prend pas garde, on peut regarder face à un écran, j'en ai fait, tout le monde en a fait, des Zooms, des Skype, hein, on met la cravate et puis dessous, on est en slip, en maillot de bain. Donc, c'est parce qu'on sait que face à l'écran, on ne prend pas garde, on ne fait pas attention à l'autre, c'est pas un vrai autre, c'est pas une vraie altérité qui est face à soi. Donc on peut se permettre face à un écran des choses qu'on ne se permet pas face à un être humain total. Et là, l'empathie qu'on sait évaluer par des comportements, par des questionnaires, par le développement de neuroimagerie, on sait si quelqu'un se décentre de son monde mental pour se représenter le monde mental d'un autre, on sait évaluer ça. Les écrans, surtout, plus on est jeune, mais ça continue encore avec l'âge, de moins en moins, mais ça continue, plus on est jeune, plus on arrête l'empathie. Or, l'arrêt de l'empathie, c'est la définition, c'est ce qui mène à la psychopathie et à la perversion. Je suis seul au monde. Dans la psychopathie, je sais où est la loi, mais je m'en fous éperdument, j'éprouve même un certain plaisir à la transgresser. Cette femme avec qui je travaille, je sais que c'est pas bien, mais je vais la bousculer un petit peu, je vais me permettre des gestes parce que cette petite transgression m'amuse beaucoup. Elle, ça l'amuse un peu moins, mais je m'en fous éperdument. Voilà, ça c'est des raisonnements de psychopathes. Alors que dans les raisonnements de pervers, je me demande ce qu'on me reproche. C'est quand même pas grave. Les pervers, qu'est-ce qu'ils disent ? Je lui ai donné un plaisir, elle ne le souhaitait pas. Mais elle a eu du plaisir quand même. Oui, mais enfin, elle avait 8 ans. Je vous promets que j'ai entendu des raisonnements comme ça. Les pervers disent, vous vous rendez compte, j'ai été condamné à 10-15 ans de prison pour lui avoir fait découvrir l'amour. Mais elle avait 10 ans. Je vous promets que j'ai entendu ces raisonnements. Voilà, ça, c'est des raisonnements de pervers, où dans un monde de pervers, il n'y a pas d'altérité. Alors que dans un monde de psychopathes, il y a une altérité, mais je m'en fous éperdument. Mais ça veut donc dire qu'une société, si notre empathie, notre capacité et notre volonté d'ailleurs d'empathie régresse, on ne peut plus faire société après. Alors voilà, exactement. Alors si dans un monde de psychopathes, c'est ce qu'on voit apparaître, on parle de sauvagerie, on parle d'incivilité, on donne des mots différents, mais c'est parce que notre culture provoque la psychopathie des quartiers déculturés. Il y a des quartiers très cultivés, avec des écoles qui fonctionnent très bien, avec des profs très motivés, et les enfants font de réelles performances. Ils ne volent pas, parce qu'ils sont bien développés, ils sont bien entourés, et leurs performances, il y a des jeunes hier soir, ou avant-hier soir, j'étais avec des jeunes de Sciences Po à Paris, je les ai trouvés bluffants, éblouissants, minoritaires. Tous ces gosses viennent des beaux quartiers. Et pendant un moment, j'ai fait partie d'un petit comité à Sciences Po qui voulait inviter les gosses des quartiers déculturés. Ils ne savent même pas que Sciences Po existe. Et je vais vous proposer une idée qui va probablement choquer. Un gosse dans ces quartiers qui réussit intellectuellement humilie sa famille. Alors, ça, je sais qu'il y a des gens qui vont mal le prendre, mais je suis prêt à argumenter, à échanger avec vous. J'ai eu l'occasion, j'ai été praticien, hein, j'ai eu l'occasion de suivre des petits maghrébins éblouissants sur le plan intellectuel et très difficiles à vivre dans la vie quotidienne. Délinquants, bagarreurs, et tellement éblouissants qu'ils ont été pris à Henri IV sur dossier, je ne savais pas que ça se faisait comme ça. Il y a sûrement des profs dans la salle. Et un jour, je vais à Paris, je passe
près de Henri IV le soir, pour aller au restaurant, bien sûr, et je passe près de Henri IV et je vois un gars debout avec la casquette dans le dos, et c'était un jeune que j'avais eu l'occasion de suivre à la Seine, qui avait été pris à Henri IV par ses performances intellectuelles exceptionnelles, qu'il était beau, il était sympa, il était intelligent, mais je disais, mais moi, il me tutoyait, mais moi je le vous voyais. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes? Je ne l'avais pas reconnu. C'est lui qui m'a appelé. Mais qu'est-ce que vous faites debout, là, en train d'écouter de la musique? Il me dit, mais ma mère me téléphone tous les soirs en me disant, tu nous trahis. On est en difficulté et toi, tu ne penses qu'à ton développement personnel. Tu nous trahis. Et il dit, ça me bouleverse tellement que je suis obligé d'écouter de la musique pendant 1 heure ou 2 ou le soir entier pour me détendre. Je parlais avec un de mes amis qui avait fait Normal Sup et qui me disait, il sera collé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accepte mal dans notre culture, mais il y a une solidarité, il y a un sentiment d'appartenance qui fait que dans notre culture, on valorise une partie des gosses de notre population, et dans notre culture, il y a des quartiers déculturés où on ne valorise pas le développement d'un individu qui s'arrache à sa famille. À vous écouter, on ne prend peut-être pas suffisamment conscience d'ailleurs que nos nouveaux tyrans, finalement, sont ces grands conglomérats mondiaux qui digitalisent et numérisent nos relations humaines de plus en plus sans que forcément nous en rendions compte. C'est l'heure de conclure, cher Boris, autour d'une question toute simple. Qu'est-ce qui vous rend heureux, vous, aujourd'hui? Alors, je suis heureux d'être avec vous. Ça, c'est un peu démagogique, mais c'est vrai. Ça fait des moments d'existence passionnants. J'ai été heureux d'être avec lui. Hier soir, on était dans un restaurant remarquable. Le bistrot de Lyon, voilà, pour ne pas le citer. C'est des moments de bonheur, mais ça fait partie des bonheurs immanents qu'il faut développer. Qu'est-ce qui rend heureux? Je crois que c'est qu'on a la chance, moi j'ai la chance de vivre. Mes parents m'ont donné la chance de me faire naître en France. Si mes parents m'avaient fait naître en Pologne ou en Ukraine, j'aurais connu des années beaucoup plus difficiles, alors que la France, dans les années 40, n'a pas été très accueillante. Mais ensuite, le système social, la culture m'a donné la chance de pouvoir vivre dans une culture magnifique, ce qui est plus difficilement le cas aujourd'hui pour certains quartiers déculturés. Alors moi, je propose le mot déculturé, alors que on a un ministre de l'Intérieur qui propose le mot sauvage, il y a d'autres mots, mais moi je propose le mot déculturé parce que ce mot est source de conséquences pratiques. Il faut introduire la culture. Dans ces cas, Camus, pourquoi est-ce que Camus, dont on reparle actuellement, pourquoi est-ce qu'il a eu le prix Nobel de littérature? Parce qu'il a rencontré M. Germain. M. Germain, c'était un prof. C'était pas un héros. Il a fait son boulot de prof. Et il a été voir la mère de Camus, qui ne voulait pas que son fils fasse des études. Ce qui confirme l'hypothèse que je vous ai proposée il y a 2 minutes. Et M. Germain a été voir cette femme, a parlé, mais c'est important les études. Non, un garçon doit travailler. Quand j'ai été élevé dans des conditions du quart-monde, dans la banlieue quart-monde, et quand j'ai dit que je voulais passer mon bac, j'ai perdu tous mes copains. Et je me rappelle un gars que j'admirais beaucoup parce qu'il courait le 100 mètres en 11 secondes, ce qui, à 13-14 ans, c'est une valeur, ça, dans la vie. Courir le 100 mètres en 11 secondes, ça, c'est important. Je l'admirais beaucoup. Et je lui dis, non, moi, je vais passer je fais du latin, et je vais passer mon bac. Stupeur de tous mes copains du quartier de la région d'Argenteuil, stupeur, mais il n'y a que les filles et les PD qui font des études. Et il ne faut pas penser du mal de ces garçons. Parce qu'à 14 ans, il était plâtrier, il travaillait beaucoup et il donnait tout son salaire à sa mère et il en était très fier. Donc, il n'y a que les filles et les PD qui font des études, on a envie de mépriser. Il ne faut pas les mépriser, c'est une autre ethos, une autre échelle des valeurs.
Donc ça veut dire que ce qui me rend heureux aujourd'hui, c'est que c'est la possibilité qui nous est offerte en France, pas à tous, mais à beaucoup, d'avoir une belle aventure humaine. Mille merci Boris. Merci à vous. Merci infiniment. Et